Salut les amis, bienvenue dans le tome 2 de Pif Paf Poum, le magazine décalé de la BD franco-belge. On vous présente les BD qu'on aime tout en s'amusant. Dans ce numéro, du polar avec Tyler Cross, des planeurs avec les échappés, la série L'homme de l'année et la guerre de sécession en grand écart avec Deadline et le tome 57 des Tuniques Bleues. Tout d'abord, un grand merci pour tous vos messages suite au tome 1. Big up de la part de toute l'équipe, qui est Tyler Cross. Rassurez-vous, aucun lien de parenté avec l'obscur inspecteur Cross, rôle tenu par Michel Sardou dans le film du même nom, vu sur une VHS TDK ayant servi peu après à enregistrer Crossover Clara Morgan, un samedi minuit de désespoir à travers une passoire. Non, rien de tout cela. Ce Cross-là pour papa Fabien Nury, scénariste d'Il était une fois en France, qui reprend ici sa plus belle plume, tandis que le dessin est signé par Bruno, le tout aux éditions d'Argo. Nous sommes dans l'Amérique des années 50 au Texas. Le gangster Tyler Cross transporte 17 kilos d'héroïne pure d'une valeur d'1 demi-million de dollars, ce qui lui vaut d'avoir plus de followers que Nikos Aliagas et M. Pokora réunis, sans même ouvrir de compte Twitter. Toi, tu creuses. Poursuivi par la police et la mafia, il déboule à Black Rock, bourgade de bouseux, vivant sous la coupe du clan Peg. Autant dire que ça va se régler façon Clint dans Pour une poignée de dollars avec 2 doigts de Sam Peckinpah et 3 doses de frère Cohen qui auraient pris l'apéro avec Dashiell Hammett et James Ellroy. Et quand la séquence est racontée du point de vue d'un serpent à sonnette tendu de la clochette, on touche au génie et on vide son verre. Moralité, ne cherchez pas de cross à Tyler. Retour dans l'histoire avec Les Échappés. Première BD sur le thème des pilotes de planeurs du jour J de Philippe Zidka et Laurent Seigneuré aux éditions Soleil. Les Échappés, c'est un diptyque qui raconte de façon très documentée l'opération Tonga. Sans rapport donc avec Joe Wilfried, le traqueur de Kinder Bueno. L'opération Tonga fait partie le 6 juin 1944 des débarquements de troupes aéroportées britanniques en appui du fameux débarquement de Normandie, autrement dit l'opération Overlord. Chargés de livrer du matériel aux premières troupes engagées dans les combats, les 2 pilotes anglais du planeur de type Orsa vont s'écraser sous le feu de la DCA allemande. C'est l'histoire de leur périple pour regagner leur ligne à travers l'arrière-pays normand que nous suivons ici, tandis que les combats font rage sur les plages. Les Échappés, c'est le nom donné à ces soldats perdus en territoire ennemi. Classique mais efficace, dans la veine de films de guerre comme Le jour le plus long ou Un pont trop loin, ce tome 1 nous présente un fait d'armes méconnu de l'offensive alliée de 1944. I'm a beast to fly. Tom Cruise, arrête, il y a ton avion, il est garé en double, il emmerde tout le monde. Les flics, ils galèrent à te mettre l'amende sur le pare-brise, tu devrais aller voir, hein. Sois un homme, sois. Autre série historique et pas des moindres, L'homme de l'année aux éditions Delcourt. Alors, L'homme de l'année, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Un énième classement foireux ou un ersatz membré de Nabila prétendrait au Graal médiatique grâce à ses talents d'interprétation du téléphone pleur en mime pétomane? Que nenni! Ici, le principe est simple, mais redoutablement efficace. La petite histoire d'un anonyme qui a participé à un fait ou côtoyé une figure de l'histoire avec un grand H nous offre la relecture d'un événement de notre mémoire collective. Certains seront des salauds, d'autres des héros. Déjà 3 époques en 3 tomes. Le dernier en date, 1815, de la tour Jean et Shell, s'intéresse à l'homme qui hurla merde à Waterloo. Merde! Shit! Scheiße! Tabernacle! Ce ne sont pas les paroles de la ghost track du dernier Lady Gaga, encore que, mais le cri de désespoir d'un brave grognard du dernier carré de Napoléon face aux Anglais de Wellington. Dans le tome 2, l'homme de l'année 1431, c'est l'homme qui trahit Jeanne d'Arc qui est au cœur de l'intrigue. L'enquête passionnante est menée par 2 anciens capitaines de la pucelle. La vraie, pas celle Touch for the very first time dans un épisode à l'esthétique très sombre, mais fort à propos de Corbéran, Horn et Froissart. Enfin, le tome 1 de la série, l'exceptionnel homme de l'année 1917, autour du soldat inconnu, rassemble Duval et Pecot au scénario et Monsieur Fab au dessin, pour nous raconter l'amitié entre le soldat africain Boubacar, engagé de l'armée coloniale dans les tranchées de la Grande Guerre, et Joseph, son ancien maître, devenu officier. Et qui est avec nous? Monsieur Fab, bonjour. Salut Chris. C'est le dessinateur qui nous intéresse aujourd'hui, puisque tu es aussi créateur de costumes de cinéma au sein du célèbre duo Chatoun et Fab. Comment es-tu arrivé sur ce projet L'homme de l'année 1917, qui est pour nous une des BD de l'année? Wow. Je suis arrivé pas vraiment par hasard, parce que c'est moi qui ai contacté mon éditeur pour travailler avec lui. Mais une fois que j'ai fait 2 albums qui lui ont plu, il m'a proposé ce tome 1 pour lancer cette série qui avait l'air passionnante. Hein. Enfin, en même temps aussi très intimidante parce que la guerre de 14, évidemment, il faut passer après Monsieur Tardy. Ça met un peu de stress, quoi. Au niveau esthétique, on a parfois l'impression que le lieutenant Blueberry va surgir au détour d'une case.
Quelles ont été tes influences pour la fabrication de l'ambiance, notamment avec ce trait particulier qui caractérise les scènes se déroulant en France? En fait, c'est une trame que j'ai rajoutée, que je traite un peu. J'ai commencé à l'utiliser sur l'album que j'ai fait avant, Un jour J, où il y avait des flashbacks dans les années 60 et la plupart de l'album se passait dans les années 70, donc j'avais une ambiance très pop, très colorée dans les années 70, et dès que ça revenait dans les années 60, j'avais cette trame et puis un traitement de la couleur qui tirait vers le sépia, qui faisait qu'on avait l'impression de regarder les vieilles informations à la télé. Pour moi, ça donnait un petit côté ancien, ça faisait un contraste graphique. J'ai repris l'idée dans l'homme de l'année, mais en fait, j'ai utilisé la trame pour créer une espèce d'ambiance où il y a beaucoup plus de matière et de scories, pour mettre un côté un peu plus déglingué dans l'image, plus abîmé par rapport aux scènes qui se passent en Afrique, où là tout est plus aéré, tout est plus coloré, pas idyllique, puisqu'il se passe des choses quand même horribles, mais c'est très différent, c'est moins pollué visuellement. Sinon, ouais, merci pour la comparaison avec Blueberry, puisqu'en fait c'est avec les dessins de Jean Giraud et de Moebius que j'ai appris à dessiner. Et mon but, c'est d'arriver à son niveau d'excellence, mais bon, je suis pas encore, j'essaye. Sans dévoiler le final de l'album, est-ce que cette théorie du soldat inconnu est plausible? Alerte spoiler. Je veux dire les ossements, pas de couleur. C'est une belle conclusion. Merci Monsieur Fab, à bientôt. À bientôt, Chris. Autre époque, autre histoire, les États-Unis et la guerre de sécession. Petit rappel, la guerre de sécession, c'est la guerre civile américaine de 1861 à 65, avec les nordistes en bleu et les sudistes en gris. Attention, là aussi c'est du très lourd avec l'album Deadline de Bollé et Rossi chez Glénat. Tout commence en 1864 en Géorgie, à la fameuse prison sudiste d'Andersonville, où le jeune Louis Pogam est affecté à la surveillance des prisonniers Yankees sous les ordres d'un certain John C. Lester, futur fondateur du Ku Klux Klan. Parmi les détenus, un soldat noir silencieux, presque fantomatique, qui va le fasciner pour le restant de sa vie. Entre eux, la ligne de mort à ne pas franchir, la fameuse Deadline. Nous assistons dans cet album au déroulement de la vie d'un homme et de son destin poignant, d'une jeunesse brisée, d'une vengeance obsessionnelle. De ces vies dont on écrit un roman digne de Martin Eden de Jack London. De ces vies dont on voit le film qui pourra rappeler Furio d'Oshima avec David Bowie. Indéniablement, une réussite. Les Bleus sont de retour! Non, pas l'équipe de footix grévistes poussant la gueulante au lieu du ballon du fond d'un bus que n'aurait pas renié Scooby-Doo, mais plutôt le sergent Chesterfield et le caporal Blutch, héros des tuniques bleues, qui nous régalent depuis 57 tomes chez Dupuis, grâce à leur papa Willy Lambill et Raoul Covin, qu'on embrasse. Dans cet épisode, intitulé Colorado Story, nous voici donc embarqués à la poursuite d'une bande de mercenaires sudistes commandée par un certain capitaine Miller. Nos deux protagonistes sont désignés volontaires comme d'habitude pour infiltrer l'équipe et la mettre hors d'état de nuire. Basée sur des faits historiques avérés, cette aventure des tuniques bleues s'inspire d'un épisode peu connu de la guerre de sécession et quitte momentanément la ligne de front pour les forêts du Colorado. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, grâce au sergent Chesterfield, passé maître Jedi dans l'élaboration du plan foireux. En parlant de plan foireux, on a évité la dingo du tome 1. Et ça... J'entends tout! Bif paf poum pour cette fois-ci, c'est fini! À bientôt pour de nouvelles aventures! Je vais me faire le geek. Et n'oubliez pas, sur papier ou en numérique, lisez des BD et amusez-vous!